Bonjour et bienvenue, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre JT Lozère. Un JT Lozère, vous allez voir, il y aura un reportage notamment qui sera consacré aux belles actions de nos militaires qui nous défendent et qui nous protègent. On ne sait jamais ce qui peut se passer avec une opération qui s'appelle Gévaudan 2025. Vous retrouverez ça dans votre JT Lozère. Avant de démarrer les reportages, je vous propose de commenter, de liker, de partager. C'est très important pour le référencement du journal. Je vous propose de vous retrouver à la fin du JT. C'est parti pour les infos de la Lozère. Dimanche 2 février, la Canourgue a accueilli la 16e édition de la fête de la truffe organisée chaque année par le syndicat des trufficulteurs lozériens. Entre marché aux truffes, marché de pays, dégustation de produits truffés, démonstrations et conférences, dimanche 2 février, la truffe était la reine du jour à la Canourgue. Près de 2000 visiteurs se sont pressés dans la salle des fêtes de la commune pour apercevoir le petit champignon noir au fumet si particulier, vendu au prix de 900 € le kilo. Un trésor cultivé avec passion par les trufficulteurs du département qui peuvent s'enorgueillir d'une bonne année 2024 avec près d'une demi-tonne collectée durant la saison. Le syndicat, né dans les années 1980, compte désormais 124 adhérents. Et de nombreux jeunes trufficulteurs ont rejoint les rangs ces dernières années, autant des passionnés que de jeunes agriculteurs en quête d'une nouvelle filière dans laquelle s'investir. Abondante chute de neige en Lozère, les prévisions météo étaient claires. Une goutte froide en provenance du nord et une rencontre de remontées humides en provenance du sud aurait pour conséquence la chute d'une quantité de neige très abondante sur notre département. Et les météorologues ne s'étaient pas trompés. En effet, globalement, 50 cm d'épaisseur ont été constatés vers 800 mètres, jusqu'à plus d'1 mètre sur les sommets de notre département. De mémoire de Lozériens, cette couche de neige est conforme au récit pas si ancien, avec des hivers généreusement enneigés dans notre département de moyenne montagne. Cet épisode fut l'occasion de superbes images sur les réseaux sociaux, et alors que les services de l'État et du département, sans oublier nos agriculteurs, étaient tous mobilisés pour notre sécurité, mais également pour que la circulation soit maintenue autant que possible sur nos routes. Mais voilà, les abondantes chutes de neige ont impacté également les réseaux télécoms ainsi que ceux du transport d'énergie électrique au point que des câbles et des poteaux se soient rompus sous le poids de la neige ou par la chute d'arbres sur les installations. Durant cet épisode de neige abondante, une quarantaine de communes de notre département, dont Saint-Énimie, Spagnac, Alinques ou comme ici à Sainte-Hélène, auront été privées d'électricité durant plusieurs jours. Dans notre département, ce sont 7000 personnes qui ont été impactées par ces coupures. 350 étaient toujours sans électricité le lundi 10 février, soit plus de 48 heures après l'événement météorologique. Fortement mobilisé, Orange aura œuvré pour rétablir au plus vite les communications. Pour sa part, Enedis aura fait parvenir en Lozère des groupes électrogènes de grande capacité pour rétablir en urgence l'électricité dans les communes impactées. Dans les jours prochains, des interventions de plus grande ampleur seront programmées afin de rétablir complètement le réseau qui a subi des dégâts considérables. Si pour certains, la solidarité a fait son œuvre au moyen de coups de main, d'entraide entre voisins et de groupes électrogènes individuels remis en service, d'autres auront eu moins de chance avec la problématique de la perte d'énergie sur les appareils médicaux à domicile notamment. Plus légèrement, l'éventuelle perte du contenu des congélateurs, sans occulter les soucis pour nos agriculteurs devant effectuer 2 traites quotidiennes dans leurs exploitations. Encore plus problématique pour certains Lozériens, pas forcément isolés, qui n'ont pas eu de l'eau courante non plus, car sans électricité, les pompes de relevage pour l'eau étaient de ce fait à l'arrêt. Au bilan, et fort heureusement en Lozère, il n'y a pas eu d'incident grave et la situation est à présent redevenue normale. Monsieur le préfet a publié quant à lui sur ses réseaux sociaux un message ce lundi 10 février pour remercier la mobilisation de tous, dont notamment les 150 sapeurs-pompiers volontaires répartis dans 29 centres de secours du département, mais également l'engagement et le professionnalisme des moyens et des hommes engagés durant cet épisode de neige abondante. Toujours est-il que l'on peut se poser légitimement la question sur le choix au niveau national. Si tous les moyens de communication sont basés sur Internet et que le téléphone filaire a été délaissé économiquement au profit du seul numérique, quid des secours d'urgence en cas de détresse vitale dans notre département d'ultra-ruralité ? En conclusion et sur une note plus légère, ce fut l'occasion de manger de bons petits plats cuisinés sur le poêle à bois toujours en service,
de relire Le Petit Prince de Saint-Exupéry à la lueur des bougies et de porter une attention particulière au passage concernant la lumière de réverbère. Et comme le fait remarquer si justement Alain Rieux sur notre page Facebook, plus de courant, plus d'internet, ça va enfin repeupler la Lozère. Réponse dans 9 mois. Jeudi 6 février, le dépouillement du vote pour les élections aux chambres d'agriculture 2025 a eu lieu à la préfecture de Mende. La coordination rurale a remporté le collège 1 avec 12 voix d'avance. Pour rappel, les chambres départementales d'agriculture sont composées de 33 membres élus au suffrage universel pour 6 ans et répartis en 10 collèges électoraux. C'est donc un match très serré qui s'est joué en Lozère lors de ces élections qui se sont déroulées du 15 au 31 janvier. Dans un communiqué envoyé à toute la presse vendredi 7 février, la FDSEA et les JA ont tenu avant tout à remercier ceux qui leur font confiance et promettent de continuer à se battre pour l'agriculture départementale. Pour la tête de liste de la coordination rurale et coprésident du syndicat d'opposition Jean-Luc Boulet, ces élections sont aussi le révélateur d'une envie de changement de la part des agriculteurs. On a senti un mécontentement. On ne savait pas jusqu'à quel niveau il pouvait aller, mais on a senti un mécontentement. On a senti que les gens, ils en avaient marre. Que les gens, ils en avaient marre du copinage, ça leur convenait plus, quoi. Ça leur convenait plus. Il y a beaucoup de personnes, et parce qu'on a rencontré, finalement, on en a fait 9 apéros de campagne, 9 ou 10, mais on a rencontré, il y en a qui avaient du monde, d'autres moins, mais même là où il n'y avait pas du monde, il y avait une demande, quoi. Il y avait une demande, les gens, ils posaient des questions, on a senti un intérêt. Après, on est bien conscient qu'on bénéficie un peu d'une petite vague jaune, notamment sur l'ouest du pays. Si la vague jaune a élargi son périmètre au sud-ouest par rapport au scrutin de 2019, emportant la moitié des départements de la Nouvelle-Aquitaine et raflant des départements de zone intermédiaire comme l'Indre-et-Loire, le Loir-et-Cher et le Cher, dans le Massif central, l'alliance FNSEA-JA a résisté. Seule la Lozère bascule. Dans le département, la présidence de la Chambre d'agriculture sera décidée le 20 février lors du vote qui interviendra durant la session d'installation de la Chambre consulaire. Il va falloir sans doute nous laisser un peu de temps parce qu'on n'est pas, faut pas quand même oublier que c'est pas notre métier. Notre métier, c'est agriculteur. Donc, il faut qu'on prenne nos marques. Donc, c'est sûr que le début, ça va peut-être être timide, mais on va avancer à notre rythme, mais déterminé. Déterminé. Nous, on n'est pas inquiets, quoi. Nous, on n'est pas inquiets. On sait qu'on va y arriver à notre vitesse. Mais on sait très bien qu'on va y arriver. Il n'y a pas de problème là-dessus. On a des gens qui sont compétents pour arriver à faire tourner la Chambre d'agriculture. Et encore une fois, je veux dire, les salariés, ils n'ont pas du tout à avoir peur de nous. Au contraire, je pense qu'ils seront mieux lotis que ce qu'ils étaient. Et donc il y a pas mal de stress au départ, et puis voilà, il y a d'être rassuré, de rentrer dans l'univers, ça crée un lien très spécial, un peu tendu, mais en même temps il y a beaucoup de curiosité, et voilà, ce qui fait qu'à la fin, au niveau émotionnel, c'est super haut en fait, et qu'une fois qu'on a réalisé le spectacle et que ça se passe bien, et il y a, je sais pas, une décharge extraordinaire de super hormones, quoi. Ouais. L'intelligence artificielle est sournoise, elle sait vous séduire avec des contenus toujours plus élaborés qui résonnent en vous. Et bien plus qu'une illusion, le samedi 1er février, c'était sortie de résidence pour Laïa, un subtil jeu de mots pour une identité virtuelle issue du génie de 3 artistes lozériens. Ils sont à l'origine du spectacle X-Pyramide IA. On dit Laïa, voilà, c'est pour ça qu'on a mis un Y. Elle est sûre d'elle, elle est calme, elle est sereine, elle est sûre d'elle, elle sait sa puissance, mais elle est un peu espiègle aussi, je la trouve parfois un peu timide aussi. Donc après il faut se rendre compte que c'est un personnage qui vient de naître, elle vient de sortir des méandres de l'ordinateur, elle découvre le monde, on voit bien au début elle a quelques bugs, elle n'est pas encore à l'aise avec son corps virtuel, donc c'est un bébé. Elle vient de naître, quand vous êtes dans le spectacle, elle vient de naître, à la fin du spectacle, elle a une demi-heure de vie.
Si autrefois l'IA était un concept de science-fiction, Isaac Asimov ne dira pas le contraire, elle est désormais bien réelle et ô combien d'actualité. Elle impacte notre quotidien et bientôt avec lucidité, elle gérera probablement les humains. Des assistants vocaux aux voitures autonomes en passant par des algorithmes toujours plus performants, l'IA est partout et son développement est exponentiel. Mais pour quelles raisons l'IA se développe-t-elle aussi rapidement ? Toujours est-il que nous sommes remontés à la source de ce Big Bang technologique. Et figurez-vous, ce dernier se situe en Lozère, précisément au Transfo Amande. Eh bien, l'idée de base, c'est-à-dire l'idée des scutigères, de l'hologramme, de la pyramide et tout, ça a dû mettre 10 minutes. Parce que vraiment, quand Franck m'a proposé de faire un spectacle sur une nouvelle technologie, moi, qui dit nouvelle technologie, dit robot et hologramme. C'était évident. Est-ce qu'on est capable de le faire ? Qu'est-ce que ça va nécessiter comme moyen ? Assez rapidement, on s'est dit on va essayer de fabriquer des choses par nous-mêmes. Voilà, donc quand on fabrique des choses par soi-même, il faut aller chercher des informations sur Internet. Il faut tester, beaucoup tester. Donc on teste, on valide pas des solutions. Ça marche pas, on essaie de chercher autre chose. Et moi, j'avais vraiment envie d'avoir des choses assez variées. Donc, d'une part, l'aspect robotique, mais aussi le travail sur le vidéo mapping. Moi, ça m'intéresse beaucoup, tout ce qui est vidéo mapping. Le travail avec des LED aussi. Et puis, l'idée, c'était de vraiment monter cette conduite de spectacle avec un logiciel de musique, moi, que j'affectionne beaucoup, qui s'appelle Ableton. Et c'était voir jusqu'où je pouvais aller justement avec Ableton, d'autres logiciels aussi, mais jusqu'où je pouvais aller justement dans la création de cette conduite de spectacle où il y a de la musique, il y a de la vidéo, mais il y a aussi l'animation des robots, les conduites de lumière qui est automatisée, voilà, c'était un peu l'idée. Début février, c'était donc sortie de résidence devant 25 spectateurs et programmateurs de spectacles venus découvrir cette création artistique. X-Pyramidia est une recherche, mais c'est également une expérimentation. C'est un spectacle visionnaire que l'on doit à Laurette, Franck et Christine, les 3 créateurs de l'association lozérienne Elfic Lab. On a eu plein de problèmes, plein de choses à résoudre. Parfois des problèmes qui sont apparus, voilà, d'une résidence à l'autre. Tout fonctionnait, la résidence suivante, ça ne marchait pas, donc il fallait chercher. Alors ça pouvait être un problème de longueur de câble, ça pouvait être un problème de type de carte électronique, voilà, on a beaucoup réfléchi, on a beaucoup fait de tests pour essayer de trouver une solution qui soit fiable, hein, parce que l'idée c'est que une fois qu'on lance le spectacle, c'est bien de se dire qu'on va arriver au bout, donc voilà, un gros travail là-dessus. Pour le pitch, dans un laboratoire, 2 chercheurs robots réussissent malgré eux à donner naissance à Laia, une identité virtuelle. Interloqués, paniqués, Fury et Mechanicus, les 2 robots scutigères, sont submergés par des émotions contradictoires. Ils ne savent que faire de cette créature qui pourrait bien leur échapper. Plusieurs choix s'imposent à eux. Qui va pouvoir les aider ? Ce conte moderne est une réflexion sur un futur déjà devenu probablement obsolète, selon ses propres auteurs. La plus grosse part, je dirais, qu'il y a eu en IA, c'est pour le lip sync, c'est-à-dire la synchronisation des paroles de la voix de l'IA qui a été faite par Christine pour que les lèvres de l'IA bougent. Là, c'est utilisé par Audio2Face, c'est avec un live link sur Unreal. Un truc très simple, mais qui est une IA qui permet, à partir d'un son, de faire générer le mouvement des lèvres. Uniquement le mouvement des lèvres, c'est-à-dire que tous les autres mouvements, des yeux, de la tête, les sourires, tout ça a été fait manuellement. Le spectacle est un projet participatif. Il intègre des volontaires pour créer un chœur à la manière du théâtre antique. Il y a de l'humain, il y a une part d'humain qui vient contrebalancer justement tout cet aspect technique, qui est donc un chœur d'habitants. L'idée vient d'une propre expérience où, avec Franck, on avait été invité à un spectacle à participer à un chœur. Et on a trouvé ça tellement extraordinaire que vraiment au niveau émotionnel, c'était tellement fort qu'on s'est dit faut qu'on l'intègre aussi à notre spectacle parce que c'est vraiment un cadeau pour nous et pour les gens qu'on invite de participer à un spectacle en fait. Toujours est-il que l'IA du monde réel et l'AIA d'X-Pyramidia échapperont probablement à leurs concepteurs. Ce projet est l'occasion de réfléchir avec humour et sans parti pris à l'arrivée de l'IA dans notre quotidien et à ses incidences. L'objectif aussi, c'était quand même de ne pas faire
de ne pas avoir de parti pris, ni pour ni contre. Voilà. C'est plutôt en fait permettre aux personnes de passer un bon moment avec un thème qui a un peu d'actualité, un thème qui soulève beaucoup de questions. Pardon. Des questions qui sont à la fois scientifiques, qui sont des questions qui sont politiques aussi, qui sont sociétales, puisque l'arrivée des IA, c'est un vrai bouleversement. Alors, avant de débrancher le système, l'œuvre X-Pyramide IA a toute sa place lors de festivals, dans des écoles et lors de représentations publiques. Le spectacle est à la croisée du théâtre, de la musique et du chant, de l'art numérique, des nouvelles technologies. Il est interactif, ludique. Il nous aide à révéler ce défi pour notre identité et notre avenir collectif. Enfin, ce que les gens me disent souvent, c'est que c'est un peu singulier, en fait. Voilà, c'est un peu singulier, c'est peut-être un peu inhabituel. Et j'espère justement que cette singularité, ça va intéresser des personnes et se dire, tiens, voilà un spectacle où on traite un thème, un peu d'actualité, et en même temps, on a plein de choses qui sont liées aux nouvelles technologies. Bon, voilà, j'espère que ça intéressera effectivement des diffuseurs. Et ils ont géré les scutigères au point que votre serviteur est tombé sous le charme malicieux de Laïa. Mais je pense qu'elle est juste bien comme il faut, pas trop sûre d'elle. J'aime bien son côté rieur aussi, franchement, qui la rend vraiment vivante. Et à moi, on ne me demande pas si j'accepte ? Nom de la manœuvre militaire Gévaudan 2025. Objectif, libérer la zone Canada et repousser l'ennemi. L'idée est de donner des noms qui n'ont absolument aucun lien avec la ville ou les opérations, afin, en cas d'écoute, de ne pas être compris par l'adversaire, tout simplement. Vous n'êtes pas dans la dernière super production hollywoodienne, vous êtes bien en Lozère, où s'est déroulé du 10 au 13 février un exercice militaire grandeur nature. Alors ici on est sur l'exercice régimentaire Gévaudan qui a commencé lundi matin. Actuellement nous sommes sur le troisième jour, début du troisième jour. Nous avons fait une vingtaine de kilomètres depuis notre point de dépose. On arrive sur notre objectif final qui est la ville de Mende. On doit saisir la ville de Mende aujourd'hui et la défendre ce soir. L'exercice militaire s'est découpé en deux phases. La première semaine était en Aveyron, avec une montée en puissance et une phase d'instruction commune. La deuxième semaine s'est déroulée dans notre département, avec le déploiement du groupe tactique interarmé dans le cadre d'un exercice terrain libre. Dans le cadre de l'exercice Gévaudan en 2025, nous avons face à nous une vraie force adverse qui manœuvre. Donc l'adversaire n'est pas piloté, donc je ne le pilote pas. Je ne sais pas où il est. Le but étant de nous mettre en difficulté. Donc nous avons par exemple des groupes de forces spéciales dans la nature. Ils ne sont pas passés loin hier, mais on les a eus. Nous avons aussi des avions qui nous survolent, nous avons des drones et des compagnies de combat formées de légionnaires qui sont à côté. Donc tout cela accroît la difficulté et cette difficulté, nous la recherchons. C'est dans le cadre de la haute intensité, c'est dans le cadre de la préparation de l'armée de terre aux engagements les plus durs. Donc le cadre est exigeant, vous le voyez, il fait froid, il y a la neige, le terrain est très vallonné. Mais aussi l'adversaire est là et c'est ça pour nous la haute intensité, c'est aussi avoir un ennemi qui manœuvre, un ennemi exigeant et qui a l'envie de nous vaincre. Afin de vous présenter l'opération Gévaudan 2025, nous avions rendez-vous dès l'aube en ce 12 février à Chantrue-et-Jols avec les légionnaires de la 13e DBLE. Ils ont progressé à pied du Nord-Lozère vers le sud. Ils sont engagés de jour comme de nuit. Et déjà depuis 48 heures, ils ont traversé le département dans des conditions climatiques particulièrement hostiles, notamment avec l'épisode neigeux. Une section de combat actuellement, on est 36. 36 en tout. Les groupes de combat sont en général à 7-8 personnels. Et ensuite, il y a le groupe commandement qui est constitué donc, du chef de section moi-même, du radio et en général, surtout de nos jours avec la guerre de haute intensité, un télépilote drone qui est directement à ma main. En fait, je peux avoir un visuel 3D en fait, de la situation, ce qu'on ne pouvait pas forcément avoir avant quand on n'avait pas les drones. Là, ça apporte une plus-value dans mon analyse de la situation et pour le renseignement que je fais remonter. Au cours de cet exercice, la population lozérienne aura pu assister aux manœuvres de petits groupes militaires à pied, à bord de véhicules ou encore assister au survol d'hélicoptères. Quelques tirs d'exercice à blanc ont pu être entendus dans les secteurs des communes comprises dans une zone d'action délimitée par les municipalités de Balsiège et de Mende. Au total, 30 communes lozériennes ont été concernées par cet exercice.
Les moyens mobilisés sont impressionnants. 11 unités, 500 légionnaires et militaires, une soixantaine de véhicules tactiques, dont les célèbres blindés ultra performants, les Griffons. Sans oublier l'appui des moyens aériens, avions de chasse dans certains cas, drones et hélicoptères. Alors sur l'exercice, il y a un moyen Gazelle, donc avec des missiles anti-chars et également de la mitrailleuse. Et on a des moyens aussi aériens pour nous véhiculer, donc nous transporter d'un point A à un point B, afin de nous faire gagner des délais. Ensuite, on a des appuis véhicules. Ça, c'est les véhicules organiques qu'on a dans les sections au régiment. Ce sont les Griffons, qui sont armés de mitrailleuses 12-7. Et ça, c'est très efficace en zone urbaine pour avoir en effet un appui lourd. L'opération Gévaudan 2025 est pilotée par la 13e DBLE, appuyée par les forces de l'ordre basées en Lozère, mais également par la délégation militaire départementale de la Lozère. Actuellement, ma section est articulée de la manière suivante. J'ai 3 groupes de combat qui sont des groupes de ma section organique au régiment. Et j'ai un groupe qui est rattaché avec moi, un groupe du génie, parce qu'en zone urbaine, il y a souvent des piégeages, des mines. C'est pour ça que j'ai besoin d'un groupe qui soit directement à mon profit pour venir m'appuyer. Et comme c'est quelque chose de bien rodé, ça nous permet de tenir dans la durée. Et c'est ça aussi, s'adapter à la haute intensité, c'est être capable de tenir dans la durée face à cet adversaire. La 13e demi-brigade de Légion étrangère est stationnée depuis 2016 sur le camp du Larzac à la cavalerie. Elle participe de façon permanente aux missions de l'armée de terre. Créée en 1940, elle est engagée dans de nombreux conflits durant les 22 premières années de son existence. Noyau des forces françaises libres durant la Seconde Guerre mondiale, elle se bat ainsi de la Norvège jusqu'en Italie. Elle s'illustre notamment à Bir Hakeim. Plus récemment, la 13e DBLE contribuera à la lutte contre le terrorisme dans le cadre de l'opération Chamal. Elle a aussi été déployée au Mali dans le cadre de l'opération Barkhane. Elle se prépare actuellement à de futures projections extérieures. Alors, l'armée de terre s'est toujours entraînée de manière très régulière. Après, nous adaptons notre entraînement à l'adversaire probable. Donc, nous avons une époque de contre-insurrection où nous travaillons beaucoup contre les groupes armés terroristes. Là, de nos jours, nous travaillons encore ce savoir-faire, mais nous travaillons aussi face à un ennemi, comme on dit, à parité. Pour mener à bien l'exercice Gévaudan 2025, les militaires ont à leur disposition 2 postes de commandement dits miroirs. Ils sont distincts géographiquement pour des questions de sécurité opérationnelle. Ces PC miroirs sont des PC, comme vous pouvez le voir, petits, ramassés et très discrets. Donc très discrets sur le plan visuel, parce qu'il y a peu de véhicules, mais aussi très discrets sur le plan électromagnétique, puisqu'on émet peu d'ondes. Donc même un adversaire disposant de bonnes capacités de guerre électronique aurait du mal à nous identifier et à discriminer une unité de combat, compagnie de combat classique d'un poste de commandement. Donc l'objectif est de se diluer dans la nature, visuellement, mais aussi dans le champ des ondes électromagnétiques. Dans chaque ensemble de commandement, l'objectif est d'acquérir les informations indispensables à la progression de l'exercice, puis traiter les informations collectées. En fonction des éléments, les officiers prendront les décisions opérationnelles qui seront alors immédiatement transmises aux unités et forces en présence, dont des appuis aériens si nécessaire. Une composante à la technologie ultramoderne est prise en compte avec attention par le commandement, les drones. Ce qui a changé, ce n'est pas la présence de drones, parce qu'il y en a depuis le début des années 2000. Ce qui a changé, c'est la massification. Donc il y en a maintenant partout. Et comme il y a des nanodrones et des micro-drones, forcément le volume est multiplié. Donc ça vole partout de nos jours. Donc il faut le prendre en compte, parce que les moyens de captation de renseignements par l'adversaire sont multipliés. Vous l'aurez compris, la mission de la 13e demi-brigade de Légion étrangère est par essence spécialisée dans le combat débarqué, au contact après approche sous blindage. Dans le cadre des actions de coercition, elle participe directement à toutes les phases de l'engagement terrestre, dans la zone des contacts, dans les intervalles et si nécessaire en profondeur. Elle manœuvre jusqu'à la destruction de l'adversaire dans la zone des contacts et tient le terrain dans tous les environnements difficiles. Sûrement de la situation ennemie qui nous est donnée, c'est qu'il y aurait le volume d'une section, donc voilà, une trentaine de personnels qui seraient articulés du nord vers le sud de Mende, donc c'est environ 1 km, et qui chercherait donc à prendre le contact avec nous dès le point d'entrée, et en fait de nous dissocier à l'intérieur, dissocier les personnels à pied des véhicules, et ensuite faire un point dur et là nous détruire. Ça, c'est l'objectif de l'ennemi, et nous l'objectif, c'est qu'on arrive à dépasser leur volonté
à les bousculer efficacement pour pas qu'ils puissent mettre en place leur plan d'action. Nous avons face à nous un ennemi du même pied. D'ailleurs, ce sont aussi des légionnaires en face. Nous avons des forces spéciales, donc des personnes particulièrement bien entraînées. Nous avons des moyens 3D. Nous avons tout le spectre dont disposent les forces armées françaises pour nous challenger. Donc ce genre d'exercice, c'est ponctuel dans l'année, mais l'entraînement tactique, il est quotidien. L'exercice s'est très bien passé et continue de très bien se passer. Les compagnies déroulent comme prévu. Elles ont été bien éprouvées, mais c'était la volonté. Elles continuent d'être éprouvées. Là maintenant on arrive dans la phase de la saisie de la ville de Mende, qui est une phase différente, peut-être moins exigeante physiquement, mais qui est plus exigeante en termes de coordination, parce qu'il faut prendre en compte la population civile, limiter les destructions, même si elles sont fictives. Et donc travailler autre chose. Voilà, la guerre dans les sous-bois enneigés est très différente de la guerre en ville. À l'issue de cet exercice de préparation opérationnelle, un retour d'expérience, un RETEX, sera effectué. L'exercice aura permis aux militaires de s'aguerrir dans des conditions les plus proches de la réalité, ainsi que de perfectionner leur savoir-faire tactique. Chaque activité conduite, qu'elle soit un entraînement ou une opération, est suivie d'un retour d'expérience ou d'une analyse après action qui permet d'identifier les forces, les faiblesses et de trouver les mesures palliatives. Donc ça peut être du matériel, ça peut être de l'organisation, ça peut être des procédures. Donc nous ferons ça dans les semaines à venir, parce qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup d'enseignements qu'on peut tirer de cet exercice. Ce jeudi 13 février, en matinée, une opération de simulation de prise d'otage s'est déroulée dans l'enceinte de l'hôpital Lozère. Enfin, et pour clore l'opération Gévaudan 2025, se sont déroulées des remises de fourragères, place Urbain 5. Le public aura également pu approcher les engins militaires qui, pour l'occasion, étaient exposés toute l'après-midi au stade de Mirandole. Une opération qui aura marqué par la proximité entre la population et les militaires disponibles pour expliquer leur matériel et pourquoi pas susciter des vocations auprès des plus jeunes. C'est pour ça que nous sommes venus en Lozère au mois de février, c'est que nous recherchions le relief, nous recherchions ce climat et nous recherchions d'ailleurs l'accueil aussi de la population du département de la Lozère. Donc c'est exactement ce que nous voulions et nous sommes ravis. Voilà, nous arrivons déjà au terme de cette édition de votre JT Lozère. Des reportages, vous avez vu, on a fait le tour de la Lozère. Et beaucoup de neige, ça a vraiment marqué. Ça a aussi marqué les militaires qui nous ont protégés, qui ont libéré Mende, puisqu'ils ont traversé toute la Lozère du nord au sud pour libérer Mende face à des ennemis. Ils se sont entraînés. Bon, vous avez pu voir ça dans votre JT, grâce au reportage et surtout grâce à l'accueil de nos militaires ici, et notamment de la délégation militaire départementale de la Lozère. Merci à tout le monde et surtout, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager. Si vous avez besoin de contacter la rédaction pour des reportages ou pour nous faire part de vos impressions, vous nous contactez sur l'adresse qui s'affiche ci-dessous, rédaction@kwztv-lozère.fr. J'aurai le plaisir de vous retrouver jeudi 27 février ailleurs en Lozère. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite. Bonne soirée.